Il est temps de vous lancer. Alors venez chez Temporis et bénéficiez de la force d'un indépendant local spécialisé dans le recrutement sur le Nord au Marnais. Intérimaires et entreprises, avec Temporis, c'est la garantie d'une prestation de qualité et de proximité. Choisir l'humain au cœur de nos préoccupations, c'est satisfaire vos ambitions pour une meilleure évolution. Temporis, l'emploi nouvelle génération. Mardi 1er décembre 2020, bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre journal et ce soir l'actualité est marquée par le mouvement national qui a touché les collèges et les lycées de France. Nous étions ce matin auprès des salariés de vie scolaire de Saint-Dizier et de ses alentours qui demandent plus de reconnaissance. Puis nous ferons un point sur l'emploi des tests antigéniques qui promettent des résultats entre 15 et 30 minutes. Comment fonctionnent-ils et sont-ils vraiment fiables? Nous verrons cela dans un instant. Autre sujet lié à la crise sanitaire, les liens entre les soignants et la population. Considérés comme des héros lors de la première vague, ils ont pourtant l'impression de ne plus avoir le vent en poupe avec la recrudescence de l'épidémie. Et enfin, nous embarquerons vers la magie de Noël avec l'arrivée du sapin ce matin à Saint-Dizier, ainsi que les animations de Noël qui se dessinent. Mais avant de développer ces titres, je vous propose de faire comme chaque soir un point sur l'épidémie de Covid-19 dans notre région avec les derniers chiffres publiés par Santé publique France, des chiffres légèrement en baisse par rapport à ceux communiqués hier. En effet, dans le Grand Est, 2489 personnes sont hospitalisées, dont 314 en réanimation, alors qu'hier, 332 personnes étaient en service de réanimation dans la grande région. En Marne, ce sont 221 personnes qui sont hospitalisées, dont 39 en réanimation. En Haute-Marne, les hôpitaux accueillaient 113 patients touchés par la Covid-19, dont 4 en réanimation. Et enfin, en Meuse, 66 personnes sont toujours hospitalisées, soit 2 de plus que la veille, et toujours 9 personnes sont en réanimation. Enfin, pour la journée du 30 novembre, la région Grand Est enregistre 113 retours à domicile et 50 décès. Je vous le disais en titre, une manifestation d'ampleur nationale était organisée aujourd'hui. Ce matin, devant le collège Anne-Franck, des personnels de vie scolaire des établissements de la ville et de ses environs se sont mis en grève. Ces assistants d'éducation ont voulu faire part de leur ras-le-bol suite au manque de reconnaissance qui dure et qui s'accentue en cette période de crise sanitaire. Des propos recueillis par Manon de Fontis. Le mouvement d'aujourd'hui, ça répond à quelque chose, à un mécontentement qui est lointain, qui date un petit peu des vies scolaires, donc qui sont les précaires de la maison éducation nationale, qui ont un statut qui est peu enviable, un salaire qui l'est encore moins, des gens qui sont la plupart du temps à mi-temps. Et du coup, un ras-le-bol petit à petit de la méconnaissance de ce qu'ils font, de la non-reconnaissance de leur travail et de leurs compétences. Au niveau salaire, c'est pas mirobolant, n'est-ce pas? J'ai eu 40 € d'augmentation en 13 ans. Voilà. Je suis à ma 6e année, donc moi en septembre on me dit au revoir. Donc quand on a fait 6 ans, on aimerait bien la titularisation. Moi ça me plairait en fait. Ça me plairait parce que j'aime bien ce taf. On estime avoir aussi une reconnaissance par rapport au travail que l'on fait. On nous dit souvent que les élèves en situation de handicap ne peuvent pas travailler sans nous. Mais nous, de notre côté, on n'a pas de reconnaissance. Je pense qu'on a atteint nos limites et en plus de ça, peut-être que le protocole sanitaire a fait qu'on a un trop-plein en fait. Tous ces personnels, le président Macron disait il faut revoir, il faut passer à un autre monde où ces compétences seront vraiment reconnues. C'est ces gens-là qui sont essentiels à notre société. Et quelques mois plus tard, où on en est, personne ici n'a reçu de prime Covid dans tous ces précaires, parce que là on a tous les précaires en fait de l'éducation nationale. Depuis quelques semaines déjà, les pharmacies et d'autres établissements de santé pratiquent les tests antigéniques qui permettent de détecter les protéines qu'on appelle antigènes que produit le virus. Il faut seulement entre 15 et 30 minutes pour connaître le résultat de ce test. Mais alors, sont-ils tout de même efficaces? Élément de réponse avec ce sujet signé Manon de Fontis. Après les tests PCR, les tests antigéniques débarquent sur tout le territoire depuis quelques semaines. C'est le cas par exemple à Bar-le-Duc où une équipe de santé primaire les pratique. Mais comment fonctionne-t-il ?
Le prélèvement est le même que ce soit un test antigénique ou un test PCR. Donc on va d'abord utiliser un écrovillon qu'on va introduire au niveau nasopharyngé et faire le prélèvement à ce niveau-là. Ensuite, on récupère l'écrovillon et on le mélange dans un tampon. On garde 1 minute et puis après on met quelques gouttes en fonction des tests sur une plaque de chromatographie. L'avantage de ces tests, la rapidité. En effet, le résultat se lit entre 15 et 30 minutes. Cependant, ils sont moins fiables que les tests PCR. Le résultat positif est toujours positif. C'est à la limite le seul cas statistiquement favorable pour nous, où vraiment on est sûr que la personne est positive. Ce qui nous pose plus de problèmes, c'est sur le négatif et l'interprétation du négatif. On a énormément de faux négatifs, notamment chez la personne asymptomatique. Les tests antigéniques sont alors avant tout une aide au dépistage. L'objectif, c'est de pouvoir dépister rapidement et pouvoir isoler rapidement une personne qui serait positive. C'est ça, pour éviter qu'elle en contamine d'autres. Ces tests s'adressent aux personnes de moins de 65 ans, asymptomatiques ou présentant des symptômes depuis moins de 4 jours. Lors du premier confinement au printemps dernier, les marques de solidarité et de reconnaissance affluaient à destination notamment des personnels soignants. Aujourd'hui, ce sentiment s'étiole et les applaudissements à 20h sont un lointain souvenir. Un constat fait par nos journalistes Théo Raguin, Julien Carré et Nicolas Fontaine. À 20h, lors du premier confinement, de nombreux citoyens français applaudissaient tout le personnel soignant qui œuvre chaque jour dans la crise sanitaire. D'autres professionnels de santé, ambulanciers, sapeurs-pompiers, défilent dans la rue sirène hurlante et s'arrêtent au pied des hôpitaux. Aujourd'hui, le silence. Mais alors pourquoi les Français ont-ils cessé de les applaudir ? Je pense qu'à un moment donné, peut-être que les gens se sont blasés de tout et puis aujourd'hui, on fait un peu plus d'individualisme et on pense plus à soi qu'aux autres. Le problème est toujours là et les infirmiers et les infirmières travaillent toujours autant, donc on devrait continuer à les applaudir effectivement. Pas de réponse concrète, la question reste en suspens du côté des citoyens, du côté des soignants. Comment vivent-ils la fin de ces applaudissements ? Se sentent-ils moins soutenus lors de cette deuxième vague ? La réponse est non. Lors de la première vague et du premier confinement, on a apprécié effectivement les applaudissements, mais pour nous, ce n'est pas nécessaire puisqu'on est là pour travailler. Que ce soit le Covid ou une autre chose, c'est pareil. Voilà. Donc c'est très bien, on les a pris, mais on ne les attend pas. Les gens sont par ailleurs quand même occupés. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres préoccupations, parce qu'on sait l'impact psychologique, économique. Donc oui, il n'y a plus ça, mais finalement, je pense que pour nous, ça ne nous empêche pas de continuer à faire notre mission au quotidien. Et outre ces applaudissements, au service gériatrique de Bar-le-Duc, le personnel avait reçu des attentions particulières. Des petites lettres, des choses à manger, plein de choses réconfortantes en fait. Ouais, c'est très important. Aujourd'hui, il n'en est rien et le personnel soignant est toujours en première ligne. Malgré tout, les équipes nous remontent quand même que ça manque un peu. C'est quand même le ressenti des équipes, même si, comme dit Christelle, ça ne nous empêche pas de continuer nos missions. Même si les citoyens ne se mobilisent plus pour réchauffer les professionnels de santé, le gouvernement promet une prime d'encouragement pour le personnel qui travaille à temps plein pendant cette deuxième vague. Une somme pouvant aller jusqu'à 985 € et qui serait reçue avant le 31 décembre. Certains d'entre vous étaient sans doute impatients ce matin d'ouvrir la première case du calendrier de l'Avent, mais tout vient à point qui sait attendre. Noël est bien là, en ce 1er décembre, et à Saint-Dizier, le traditionnel sapin trône en maître sur la ville depuis ce matin. En effet, ce conifère de près de 55 ans, qui mesure 15 mètres de long et pèse près de 3,5 tonnes, a pris ses marques sur la place de la mairie. À l'heure où en France, des municipalités remettent en doute l'utilité d'un sapin et pointent les conséquences écologiques de cet abattage, à Saint-Dizier, on n'a pas hésité à le faire venir de la forêt voisine de Dommartin-le-Saint-Père. À ce sujet, je vous propose d'écouter Rachel Bedet qui a chapeauté cette arrivée très remarquée. Nous avons une équipe de 2 élagueurs qui est complétée par 2 hommes de pied. Nous avons donc cette grue qui est à côté, qui vient accrocher le sapin avec une sangle
Les lagueurs grimpent pour accrocher cette sangle et ensuite il est coupé et nous le coupons à hauteur voulue. Ensuite, nous débitons en morceaux à hauteur voulue. Cette route forestière, malheureusement avec la sécheresse que nous rencontrons depuis ces plusieurs années, il y a un stress hydrique et rien que cette année, il y a 18 sapins qui sont morts comme ça, qui ont desséché de la tête aux pieds. Donc il y en a 18 qui ont été coupés par l'intermédiaire de l'ONF et nous, on vient en prélever un tous les ans. Et à la suite, en fait, ces sapins ont semé énormément de graines et là, en fait, ça va faire un trou de lumière et puis ils vont pousser. Et il y en a déjà qui font déjà 1,50 m de haut, donc à son pied. Voilà, donc en fait, c'est la régénération, quoi. À noter que dès demain, le sapin aura revêtu ses habits de fête et en parlant de festivités, Saint-Dizier est l'une des rares villes à n'avoir pas renoncé à ses animations de Noël. Un vrai casse-tête avec le contexte sanitaire qui semblait pourtant indispensable pour les commerçants. Écoutez Rachel Blanc, première adjointe au micro de Julien Carré. On doit faire des animations dans la ville pour que les commerçants retrouvent les clients et que les clients aient envie de revenir en ville, mais pas à n'importe quel prix. Donc les précautions ont été très importantes à prendre. On a repensé les choses avec en fait un point majeur, c'est que aucun événement ne devait être statique. Tout devait être vraiment en mouvement pour éviter un maximum les regroupements. On a une déambulation avec le Saint-Nicolas qui va parcourir la ville d'est en ouest quasiment, puisqu'il commencera de Lannou pour aller vers le Clos Mortier en passant par le centre-ville. Ensuite, il y aura la même, donc ça c'est le 5 décembre, et ensuite il y aura la même chose avec la venue du Père Noël, qui aura lieu le 19 décembre, un samedi aussi. Par ailleurs, il y aura 2 dimanches de suite, le 5 et le 13, des déambulations, et là c'est un petit côté féerique avec 2 troupes en fait, qui sont des troupes qui seront amenées à jongler un peu féerique autour des elfes qui déambuleront dans la ville à 2 moments de la journée. Et vous pouvez d'ailleurs retrouver le programme de ces animations sur notre site internet www.puissancetelevision.fr. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous quitte avec vos prévisions météo de demain. Belle soirée à tous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir dès maintenant sur puissancetelevision.fr et sur notre application mobile.